Après avoir écouté ces témoignages, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Mes amis IES, il y a une semaine et quelques jours à peine, sortait une pétition pour dénoncer les dégâts de la pathologisation du haut potentiel intellectuel HPI. Cette pétition a été élaborée par un collectif de personnes dont je fais partie, puisque vous le savez, c'est un peu le cheval de bataille d'Intensément depuis le début, dénoncer, alerter, sensibiliser sur cette pathologisation du HPI. C'est un collectif de professionnels de santé mentale, de personnes engagées, de personnes qui ont été victimes. C'est un collectif de personnes concernées. Pourquoi ? Parce que vous le savez, c'est à cause de cette pathologisation du HPI que de très nombreuses personnes se sont retrouvées à avoir attribué toute leur souffrance psychologique ou psychiatrique au haut potentiel intellectuel ou à un pseudo haut potentiel intellectuel ou à un supposé haut potentiel intellectuel, alors qu'en réalité, ils ou elles avaient probablement et ont des pathologies ou des troubles psychologiques ou psychiatriques. Alors cette pétition servira d'appui à une tribune une tribune collective qui sortira par la suite dans un média national, un grand média national, on l'espère. Mais j'ai remarqué tout de même qu'il y avait certaines réticences chez certaines personnes, chez certains des professionnels, à signer cette pétition pour X ou X raisons, et certains pensent que le message va trop loin, qu'on n'en est pas là, que la situation n'est pas si grave. Pour toutes ces personnes, je ne vais pas vous lire le texte de cette pétition, il est relativement court et simple et précis. Je vous propose de le lire directement sur le lien de la pétition que je mettrai, évidemment. Pour toutes ces personnes, je voudrais lire une sélection de témoignages que nous avons sollicités pour cette pétition, parce que nous demandons aussi aux personnes qui signent si elles peuvent apporter leurs témoignages, anonymes ou non, et de témoignages que nous avons récoltés sous la vidéo que le psychologue Pierre Bordaberry, sur sa chaîne PsychoQuack, a réalisée avec Mélanie Dolidon, neuropsychologue, qui est l'initiatrice avec le collectif et moi-même donc de cette pétition, une vidéo sous laquelle il y avait énormément de témoignages de victimes sur les dégâts de cette pathologisation, sur les vies brisées. Et en parlant de vie brisée, il y a un de ces témoignages qui est vraiment très fort, vraiment poignant. Personnellement, moi, c'est pas mon kiff de proposer ce genre d'histoire, puisque faites attention, cela parle de suicide. J'ai personnellement échangé plusieurs fois avec la personne qui nous a envoyé ce témoignage pour savoir si elle était vraiment d'accord pour qu'on le mette. C'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Je n'utiliserai pas ce témoignage si c'était pour autre chose qu'une bonne cause. Vous allez comprendre à travers ces témoignages pourquoi je pense que vous ne pouvez pas refuser de signer cette pétition. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas, et là je parle aux professionnels de santé mentale, profession paramédicale, enseignante, neuropsychologue, psychologue, psychiatre, médecin, thérapeute, coach, peu importe. Vous ne pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas, vous ne pourrez plus dire « on ne savait pas ». L'important dans notre message, c'est d'expliquer que si pendant très longtemps on a pu y croire parce que c'était le discours dominant principalement en France, maintenant, depuis plusieurs années maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, on sait, il y a de nombreux professionnels de santé mentale, psychologues, psychiatres, de nombreux chercheurs qui nous ont alertés pour nous dire ce n'est pas la réalité. Toutes les études, toutes les recherches montrent avec nuance, évidemment, avec relativité, ce sont des chiffres statistiques, montrent qu'en moyenne, les hauts potentiels intellectuels n'ont pas plus de problèmes que les autres, et donc que les hauts potentiels intellectuels qui se retrouvent avec des problèmes, c'est qu'ils ont autre chose en tant que problème que le simple fait d'avoir un haut quotient intellectuel. Le haut potentiel intellectuel n'est pas une source de trouble, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Et il y a un danger. Ce danger, c'est ce qui est expliqué dans la pétition. Le fait de le confondre avec de véritables troubles et pathologies. Donc, jusqu'à il y a quelque temps, vous pouviez encore y croire, puisque cet ancien modèle, le modèle du HPI comme souffrance, est toujours relayé par les grands médias, par beaucoup de personnalités du monde psychologique, psychiatrique, beaucoup de personnalités, surtout médiatiques justement, parce qu'il est plus sexy, il est plus spectaculaire, il est plus médiatique, c'est ce que l'on voudrait entendre. Et il se retrouve aussi dans le discours de l'éducation nationale et dans certains documents de l'éducation nationale.
Malheureusement, on sait maintenant que cet ancien modèle, cet ancien discours fait des dégâts, de véritables drames familiaux, des errances diagnostiques, des dépressions, etc. Cet ancien modèle, il faut le changer pour éviter d'autres drames comme ceux que vous allez entendre maintenant, en espérant que cela ne vous choquera pas trop. Merci de regarder jusqu'au bout et merci de nous soutenir, de signer cette pétition et de vous engager avec nous dans la dénonciation de la pathologisation du haut potentiel intellectuel. Le témoignage suivant. Notre fille de 17 ans, sportive, excellente élève, ayant eu une enfance sans nuages, se met à ne plus pouvoir aller en cours en septembre. Incompréhension plus de notre part. À sa demande, nous lui faisons passer un test de QI en se disant que c'est un levier pour nous pour qu'elle consulte. Sans surprise, elle est HPI, c'est-à-dire haut quotient intellectuel. Avec beaucoup de bienveillance, la professionnelle nous explique que son HPI est à l'origine de ses troubles. Scientifique de formation, je ne peux me résoudre à me dire qu'être trop intelligent est un handicap. Je lis Trop intelligent pour être heureux et je creuse. Et je tombe sur le livre L'intelligence n'est pas une maladie, le livre de Mélanie Dolidon qui est sorti cette année, grâce à Intensément. Et tout s'éclaire. Je contacte une neuropsychologue spécialisée dans l'autisme qui me dit qu'il y a peu de doute en effet, et notre fille va passer les tests d'ici 15 jours. Mais pas tous les enfants ont des parents avec cette démarche. C'est très étonnant que les professionnels soient parasités par de fausses infos. Notre fille va de mieux en mieux depuis qu'elle se reconnaît dans les TSA. Nous sommes avec vous dans ce combat. Témoignage suivant. Merci pour votre travail de sensibilisation. J'aimerais vous partager mon témoignage. J'ai 30 ans et j'ai suivi 25 ans d'errance diagnostique. Un psychologue scolaire avait recommandé à mes parents de me faire passer des tests car il pensait qu'il était possible que je sois autiste. Je m'intégrais difficilement dans ma classe, je passais beaucoup de temps seul, j'avais des aptitudes atypiques. La psychologue que mes parents ont vue en libéral m'a fait passer un whisk et a déclaré que j'étais HPI, sans autre trouble. Mes parents ont lu Trop intelligent pour être heureux et ça les a convaincus que c'était une vision adaptée de ce que je vivais. J'avais globalement des bonnes notes, mais des difficultés à me repérer dans le temps, l'espace. Je perdais mes devoirs, mes clés, mes affaires. J'avais des difficultés en mathématiques à cause d'une mauvaise mémoire de travail. J'ai vécu du harcèlement à plusieurs reprises. Je n'ai pas réussi à passer mon permis. Mes fonctions exécutives étaient trop défaillantes. Mes parents hurlaient, me punissaient, me disaient que je ne faisais pas assez d'efforts. J'ai dû attendre l'année dernière pour avoir enfin un diagnostic. Trouble de l'attention, donc TDAH, et stress post-traumatique complexe. J'ai aujourd'hui un traitement, la Ritaline, et un accompagnement adapté. J'ai moins de difficultés en mathématiques dans ma reprise d'études. J'arrive enfin à faire mes démarches administratives. Ma vie s'améliore et se stabilise. Je pense qu'un jour j'arriverai à passer le permis. C'est des parcours comme le mien que cause ce pseudo-diagnostic qui arrange bien l'ego de certains parents ou la complaisance de certains professionnels. Exactement. Merci pour ce témoignage. Prochain témoignage. Je me souviens, à l'adolescence, avoir consulté une psychologue qui m'a dit que j'avais tous les signes d'un HPI et qu'il n'était pas nécessaire de faire un bilan psychométrique pour en attester. Les signes qu'elle a interprétés comme du HPI ? Troubles de la communication sociale, fragilité de la flexibilité mentale, troubles sensoriels, déficit d'inhibition. Résultat, retard de diagnostic de troubles du neurodéveloppement. Le bilan psychométrique réalisé des années plus tard n'a absolument pas objectivé de HPI. Aujourd'hui, je suis psychologue, je vois le même phénomène avec des patients que je rencontre et ça me désole fortement quand on sait que le diagnostic et ce qui en découle permet d'éviter des expériences de vie dommageables. Merci aussi. Prochain témoignage. Sylvie. Je regrette les confusions qui ont attribué mes difficultés à mon HPI alors que je suis atteinte d'autres troubles, TDAH, qui n'ont pas été pris en charge. Des années de souffrance qui auraient pu être évitées. Prochain témoignage. Sandrine. Depuis que mon fils est petit, on me dit « il est HPI, c'est pour ça qu'il ne s'adapte pas ». Non, en fait il est autiste. Voilà, le diagnostic est enfin posé après des années d'errance. Sylvie. Prochain témoignage. Je suis tellement d'accord, il est temps de rétablir les choses. Certains des témoignages de cette pétition sont à l'image du parcours chaotique que j'ai personnellement vécu. De mon lointain test psychométrique, HPI et en échec, qui n'a été que culpabilisant au diagnostic officiel d'un TDAH qui a enfin apporté un soulagement et mis des mots sur tant d'années d'incompréhension. Témoignage suivant. Voici mon témoignage qu'entre 3 années d'enfer que j'ai vécu. J'ai 50 ans, je n'ai jamais été testé HPI, mais certains psys m'ont affirmé que je l'étais. Et je dois dire que je me reconnais dans les traits caractéristiques, donc les pseudo-caractéristiques qui tournent sur les médias et qui sont affirmés par certains psys. Mon profil est certainement très hétérogène avec de grandes forces verbales. À partir de 47 ans,
Après une vie marquée par de nombreux changements, déménagements, vie relationnelle pas simple, trauma, vie professionnelle peu fluide, ayant généré quelques épisodes dépressifs et anxieux, j'ai complètement sombré à cause d'une surcharge de travail et de mes changements hormonaux dus à la périménopause. Toute ma vie, les médecins m'ont parlé de dépression et d'anxiété sans jamais voir derrière. Et les psychologues m'ont parlé de troubles anxieux et d'un HPI expliquant mon sentiment de décalage et ma souffrance récurrente. Jusqu'à ce que j'atterrisse aux urgences pour une gigantesque crise de panique au printemps dernier. J'ai refusé l'hospitalisation de justesse. J'ai la chance d'avoir une amie à qui la psy-médecin a évoqué un possible TSA. Nous nous ressemblons beaucoup. D'abord dubitatif, j'ai commencé à lire et je me suis progressivement reconnu dans pas mal de caractéristiques. J'ai alors contacté un psychologue spécialisé qui m'a diagnostiqué en octobre dernier. J'ai poursuivi ma quête de réponse pour finir par être diagnostiqué TDAH, inattentif et TSA. J'ai ainsi pu commencer un traitement plus approprié et reprendre ma vie en main après un véritable tsunami. Mon activité pro s'est effondrée, les tuiles se sont succédées alors que je suis célibataire avec 3 enfants. Je me relève seulement depuis 2 mois et la prise de Wellbutrin. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être quelque chose pour soigner tout ça. J'ai un immense sentiment de gâchis et suis convaincu que si le personnel soignant avait été plus sensibilisé et si mon paysage virtuel n'avait pas été si occupé par la pathologisation du HPI, tout aurait été différent. Heureusement, il n'est jamais trop tard. J'espère que ce témoignage vous sera utile. Oui, il est très utile. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a aussi quelque chose qui revient quelquefois chez les personnes qui sont réticentes à signer cette pétition, c'est que en fait, c'est quelque chose qui n'arrive plus maintenant, que ça pouvait exister jusqu'à il y a quelques années, mais ça n'arrive plus maintenant. Et je vous rappelle que j'ai réalisé un entretien avec une créatrice de contenu en santé mentale qui a 20 ans et qui nous explique que toute cette mésinformation sur le HPI existe toujours maintenant pour les jeunes et qu'elle-même a eu ce problème il n'y a même pas 3 ans. Ce problème, que je vous résume là, je l'ai résumé en témoignage. J'avais 17 ans lorsque je suis allé voir une psychologue sur les conseils de mon entourage familial. Après le bilan neuropsychologique qui identifiait un haut QI, ma psychologue a attribué l'ensemble de mes problèmes au HPI, alors même que le bilan montrait aussi des signes de problèmes attentionnels. Elle m'a même proposé un livre bien connu sur les souffrances des HPI, trop intelligent pour être heureux. Après des années perdues et d'errances inutiles sans réponse à mes problèmes, j'ai enfin compris que c'était de la désinformation et je suis aujourd'hui diagnostiqué TDAH, trouble dissociatif, trouble anxieux, trouble traumatique. Vous imaginez, cette personne-là a tous ces troubles-là qu'on a fait passer pour du haut potentiel intellectuel, qu'on a fait passer simplement pour du haut potentiel intellectuel, sans s'intéresser au reste. Et je parle d'une personne qui a 20 ans. En parlant de témoignages sur Intensément, vous pouvez retrouver tout un tas de personnes qui sont passées par ce genre d'expérience, et en particulier Mélanie Jean-Audin qui a écrit un livre sur les parents d'enfants neuroatypiques, et pour qui ces 2 enfants ont perdu 5 ans de leur vie parce qu'on leur avait fait passer pour l'une un autisme et pour l'autre un TDAH pour du haut potentiel intellectuel. Je trouve que c'est super grave, mais vraiment super grave. Personnellement parlant. Maintenant, j'enchaîne avec les témoignages qui sont sous la vidéo de PsychoQuack et de Mélanie Dolidon, dont je vous donnerai évidemment les liens. Premier témoignage. Je suis bipolaire et TDAH, diagnostiqué au centre expert bipolaire après plusieurs hospitalisations et tentatives de suicide. J'ai d'abord été suivi pour dépression et avec antidépresseurs, qui m'ont plutôt aggravé le problème, très classique dans le parcours d'un bipolaire. Et comme c'était de pire en pire, j'ai plus ou moins arrêté le suivi pour me tourner vers d'autres théories. Et là, j'ai commencé à me reconnaître en tant que haut potentiel. J'ai fait des tests, 110, mais avec des zones à 130 et des zones inférieures à 100. Alors, on m'a dit que ça pouvait peut-être être lié à un quotient intellectuel atypique. Ça aussi, c'est une fausse information, à savoir que les personnes qui auraient un quotient intellectuel hétérogène, avec les indices qui ne seraient pas au même niveau, principalement s'il y a un indice très haut, ça serait toujours un haut potentiel intellectuel, mais avec des problèmes. Ça, c'est la théorie de Fanny Nussbaum sur les phylocognitifs et donc les HPI complexes et les HPI laminaires. Théorie qui est débunkée, qui n'est pas officielle, qui n'est pas scientifique du tout. Et puis, je continue le témoignage, et puis finalement, ça n'a rien aidé en rien. J'ai failli mourir parce que j'avais des pensées incontrôlables dans tous les sens et un état absolument insupportable, et donc on dit toujours, ça aussi je fais un aparté, on dit toujours que les hauts potentiels intellectuels ont cette pensée en arborescence, chose encore une fois qui est faux, et que s'il y a des pensées qui partent dans tous les sens, c'est plutôt quand on est TDAH, bipolaire, schizophrène, etc., voire dépressif,
anxieux, mais pas HPI. Donc cette personne-là a failli mourir parce qu'elle a fait une tentative de suicide alors qu'elle faisait une phase maniaque et qu'on lui disait qu'elle avait un haut potentiel intellectuel. Et quand on m'a demandé, continue le témoignage, pourquoi, je me rappelle avoir répondu « Je voulais arrêter de penser, c'était horrible ». Au final, on a commencé à suggérer la bipolarité, mais sans conviction. Je me rappelle que la psychologue qui avait fait le test QI m'avait dit que ça n'existait pas et que c'était un effet de mode. Bref, sa psychologue, écoutez bien, lui dit que la bipolarité n'existe pas pour attribuer des phases maniaques et des tentatives de suicide à un haut potentiel intellectuel. Si vous pensez que c'est pas grave, et que ça ne mérite pas de signer une pétition, alors je sais pas où vous vous placez. Bref, je me suis orienté vers le centre expert bipolaire qui m'ont diagnostiqué, m'ont appris que j'avais un TDAH également. La théorie du HPI a bien failli me coûter la vie. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux grâce au régulateur d'humeur. Évidemment, ça reste un handicap et tout n'est pas parfait, mais je n'ai plus jamais refait de phase maniaque. On souhaite une très bonne chance et merci pour ce témoignage. Prochain témoignage. J'avais 15-16 ans. Ma mère savait que j'étais autiste, donc elle voulait me faire diagnostiquer. Durant la même période, mon trouble bipolaire venait de se manifester. Je vivais ma première phase dépressive. Je souffrais d'un vrai mal-être, mais d'après tous les psychologues, j'étais juste HPI. Et il fallait d'urgence me faire passer un test de QI parce que ça m'aiderait. D'après une de mes psychologues, j'étais trop mature et c'est pour ça que je souffrais. Même à l'époque, je trouvais ça débile et je me sentais incomprise. J'ai eu 1 an et demi d'errance médicale avant d'avoir finalement été diagnostiqué autiste de haut niveau, comme on disait à l'époque. Puis, il y a moins de 3 semaines, on m'a détecté un trouble bipolaire de type 1 à 19 ans qui nécessite une hospitalisation. Le diagnostic HPI a gâché une partie de mon adolescence et a fait juste perdre beaucoup d'argent à ma mère qui voulait seulement m'aider. J'en voudrais toujours à ces psychologues qui ne prenaient pas ma dépression et mes tendances suicidaires au sérieux. Vous imaginez, depuis tout à l'heure, malheureusement, on revient sur un sujet grave, le suicide, et on se retrouve avec déjà 3 ou 4, parce que le témoignage précédent que je vous ai lu de la personne qui est créatrice de contenu maintenant avait aussi des tendances suicidaires. 4 personnes dans ces témoignages-là qui auraient pu mettre fin à leur vie ou qui ont mis fin à leur vie à cause des mésinformations, des fausses informations, des stéréotypes faussés sur les hauts potentiels intellectuels que l'on retrouve chez les médias, d'accord, mais aussi surtout chez les professionnels. Et ça, c'est super grave, mais super grave. Diagnostic, pardon. Témoignage suivant. Je vous avoue que je suis très perturbé par ce que je lis, parce que je suis quelqu'un qui prend ça vraiment à cœur, et que moi, de lire des témoignages comme ça, vraiment, je suis révolté. Mais vraiment, ça me soulève, c'est même pas de l'indignation, c'est horrible pour moi, quoi. Et je suis désolé de lire des témoignages comme ça, mais voilà, c'est la réalité, et c'est pour ça que nous faisons cette pétition, et c'est pour ça que nous allons faire cette tribune. Donc, témoignage suivant. Après plusieurs burn-out, mon médecin m'a conseillé d'aller consulter un psy. Le psy du CMP m'a direct catalogué HPI et m'a conseillé le livre Trop intelligent pour être heureux. Décidément, il revient souvent. Hein. Je continue le témoignage. Comme j'avais un syndrome de l'imposteur, ça m'étonnait d'avoir plus de 130 de QI, il m'a conseillé de faire un test. Heureusement, j'ai passé le test Vice chez une super neuropsychologue qui, malgré la confirmation de mon haut QI, m'a dit que cela n'expliquait pas du tout mon mal-être et mes troubles d'interaction sociale. Elle m'a fait passer d'autres tests et a fait un prédiagnostic de TSA, trouble du spectre autistique, et m'a orienté vers un CRA. Ce sont les centres de ressources autisme. Ils ont confirmé le diagnostic de TND, donc de trouble du neurodéveloppement, autisme et ou TDAH. J'attends le bilan final pour savoir si j'ai l'un, l'autre ou les deux. J'ai 42 ans, donc c'est quelque chose de présent. Hein. La vidéo est sortie il n'y a pas longtemps. Donc en fait, son errance était toujours présente il n'y a même pas l'an dernier. J'ai 42 ans et mon parcours psy dure depuis plus de 5 ans. C'est quelque chose de récent. Ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a 20 ans, tous ces problèmes-là. Témoignage suivant. Il y a 15 ans, suite à des difficultés scolaires d'attention, mon fils est orienté par un neurologue qui confirme qu'il n'y a pas d'épilepsie chez une psychologue clinicienne soi-disant spécialisée en HPI. Elle le diagnostique avec 144 de QI et en gros, tous ces problèmes viennent de là et je repars avec la recommandation Jeanne Siofachin et donc le livre Trop intelligent pour être heureux. Et la zébritude. Cela lui a pourri sa scolarité et son adolescence car comme il était très intelligent, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il n'y arrivait pas.
Résultat, en 6e, maladie auto-immune, puis phobie scolaire. Et cette fois, c'est ma faute parce qu'on est trop fusionnel. Vous voyez les théories plus ou moins psychanalytiques. Alors qu'en fait, c'était le développement d'une anxiété. Au final, je découvre Stéphanie Aubertin, je prends rendez-vous l'an dernier, et oui, entre-temps, il y a eu un second test impossible à définir, des aménagements pro pour HPI et bac en début de vie active, mais toujours fragile. Eh bien, mon fils et moi, du coup, en fait, nous avons été diagnostiqués avec un trouble du déficit de l'attention avec sans hyperactivité, c'est-à-dire TDAH. Aujourd'hui, ça va mieux avec la Ritaline et ce que le diagnostic explique, mais il reste des traces et une fragilité. Là encore, deux personnes qui ont souffert à cause de ça. Témoignage d'après. J'ai été diag, entre parenthèses, HPI dès l'enfance, puis après une dépression et un décrochage scolaire et social, j'ai vu plusieurs psys qui m'ont refait faire des tests de QI et m'ont collé la même étiquette HPI, sauf que ça n'arrangeait rien. Bien sûr, ce livre, le livre de la honte, c'est-à-dire trop intelligent pour être heureux, qu'on m'a plusieurs fois recommandé, n'a rien fait de mieux. Des psychiatres en centre spécialisés ont fini par me parler de TDAH et de TSA, il y a quelques mois à 37 ans, avec supplément trouble de l'anxiété généralisée, anxiété sociale, anxiété de performance, très certainement dû à mon retard de diagnostic. J'espère que votre tribune fera bouger les choses pour éviter cet avenir aux enfants d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, je l'espère moi aussi, parce que là on voit donc une personne qui vient à peine de découvrir ce qu'elle a, donc ce n'est pas une histoire ancienne. Le témoignage suivant, évidemment, est du même acabit. J'ai perdu 3 ans, c'est pas n'importe quoi, à cause d'une soi-disant spécialiste de l'autisme qui travaille dans un service prestigieux dans un hôpital parisien, qui a décrété que j'étais juste HPI, en me montrant la sortie avec un bon courage, ça va être compliqué. Alors qu'au final, une fois trouvés des spécialistes réellement compétents dans leur domaine, il s'avère que je cumule pas moins de 8 troubles neurodéveloppementaux, psy et physiques, la majorité liée à la génétique familiale de surcroît. Privé de l'aide, c'est-à-dire qu'on lui avait carrément... C'est dingue, excusez-moi, mais on lui avait carrément attribué des troubles qui étaient sans doute genre des gros troubles très impactants au HPI, quoi. Je continue. Privé de l'aide dont j'avais absolument besoin, je me suis cramé pendant ces 3 années d'errance et de démarches médicales en tout genre pour comprendre mon état, qui pourtant ne datait pas d'hier. J'ai développé un grave problème de santé, aujourd'hui je ne peux plus travailler. Bref, merci de faire ce que vous faites, c'est vraiment important. Plus on évitera aux gens de tomber dans la désinfo, mieux la sécurité sociale se portera. C'est aussi ce qu'on dit dans la tribune, bien que pour moi personnellement, le plus important c'est de sauver des gens, de sauver des vies. Et on le voit, c'est pas rien quand je dis ça, quand le titre de la pétition c'est « Cessons de pathologiser le haut potentiel intellectuel, HPI ça peut briser des vies », effectivement, ça brise des vies. Vous le voyez, cette personne-là ne peut plus travailler. Peut-être que si elle avait été prise à temps, prise en charge à temps, au lieu de se voir attribuer tous ses problèmes par un HPI, elle n'en serait pas là. Alors vous pourrez me dire, on ne peut pas vérifier ces témoignages, et c'est vrai, mais je peux vous dire, pour avoir parlé avec beaucoup de personnes depuis 4 ans que je fais intensément, que ces témoignages ressemblent exactement à, probablement, donc comme je vous ai dit, plus d'une centaine de témoignages que j'ai reçus jusqu'à présent. Témoignage qui suit. J'ai consulté une neuropsychologue qui m'a justement convaincu que j'étais HPI sans test de QI et en me faisant lire le livre Je pense trop, donc Je pense trop de Christelle Petit-Colin, autre livre, le livre très toxique puisque c'est celui qui a aidé à la création des normopensants et qui a pré-généré aussi le phénomène de HPE puisque c'est avec Christelle Petit-Colin et Je pense trop qui a réadapté toutes les théories qu'il y avait dans Trop intelligent pour être heureux, mais l'a réadapté en y ajoutant des éléments de dangerosité, puisqu'il fallait craindre les normopensants, craindre les pervers narcissiques, puisque c'est elle qui invente cette théorie comme quoi les pervers narcissiques chassent principalement les hauts quotients intellectuels ou les HPI. Donc elle a rajouté tout un tas de bullshitteries incroyables, mais toxiques, néfastes et délétères, qui ont fait que beaucoup de personnes ont eu des errances diagnostiques à cause aussi de ce livre. J'ai fait toute une série sur ce livre, si vous voulez, je vous le mettrai en lien. Donc, la neuropsychologue, on parle d'une neuropsychologue, lui a fait lire le livre Je pense trop, c'est-à-dire un livre qui a été écrit par une coach en communication. Une neuropsychologue qui s'appuie sur le livre d'une coach en communication qui dit que du bullshit, elle le propose à quelqu'un qui aurait peut-être un problème.
Elle a basé toute ma thérapie là-dessus, alors qu'en vérité, je commençais à souffrir de troubles anxieux et j'ai fini par décompenser carrément, car aucune solution pour soulager mon anxiété ne m'était apportée, hormis, entre guillemets, c'est normal avec votre spécificité. Mais vous imaginez ça? Une neuropsychologue! Aujourd'hui, je suis assez en colère car je trouve ces pratiques de coller une étiquette sur le front de quelqu'un sans vérification scientifique très dangereuses. Et tu as raison et franchement, je te remercie pour ce témoignage. Témoignage suivant, avant-dernier. Une de plus dans la liste des personnes en errance diagnostique, commence ce témoignage. J'ai lu Siofachin, donc trop intelligent pour être heureux, il y a 10 ans. Je me suis dit que je tenais enfin l'explication. Le psy qui m'a fait passer les tests a été au-dessus de tout. Il m'a balancé « Non, mais vous vous rendez compte, vous êtes aussi loin de la norme qu'un déficient profond. » Donc super, je sors de là avec un THQI, très haut quotient intellectuel, et l'idée que je suis totalement inadapté. Et comme ce n'était pas la source de mes problèmes, cela n'a pas apporté de solution. Donc aujourd'hui, 8 ans après les tests de QI, je commence à comprendre, en faisant diagnostiquer mon fils pour TDAH, que en fait, je suis probablement TDAH ou TSA, et que j'ai surcompensé, mais que je suis épuisé de compenser, et que ma vie est un chantier permanent, parce que j'avais ce vrai problème, mais que j'ai dû me démerder toute seule avec. Donc oui, un bon paquet d'années de perdu, en cherchant du côté du QI, et si ces fausses infos n'avaient pas été si répandues à l'époque, j'aurais peut-être gagné 10 ans sur le diagnostic. 10 ans de perdu dans une vie. 10 ans de perdu dans une vie, vous imaginez ? Pour des gens qui ont des troubles du neurodéveloppement ou des problèmes psychologiques ou psychiatriques, 10 ans de perdu, c'est gravissime. Ça peut faire passer à un niveau à peu près vivable à quelque chose d'invivable. Dernier témoignage. Il y a 6 ans, après un harcèlement au travail et vraiment beaucoup de mal à m'intégrer de façon globale aux autres, j'ai vu une neuropsy qui, après un test de QI, m'a juste dit « vous êtes HPI ». Ah, j'en peux plus, heureusement que c'est le dernier. En mode « c'est la source de tous mes problèmes ». Résultat, aujourd'hui, j'ai en fait un trouble du spectre autistique. J'ai tourné en rond pendant 2 ans à penser qu'il n'y avait rien à faire, que je n'aurais jamais de solution pour aller mieux, et au final, je trouve que les psys souvent ont peur de poser un diagnostic pour ne pas stigmatiser la personne. Mais en vérité, l'isolation et la souffrance, on l'a déjà. Et en faisant ça, on nous refuse des solutions qui peuvent nous aider au quotidien. Par exemple, pour l'autisme, rien que de ne pas bosser en open space et d'avoir un casque anti-bruit dès que je suis pas chez moi, ça change la vie. C'est parfois simple, il faut juste accepter de poser le diagnostic et donner les infos, quoi.